Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire Veto Network, webinaire d'été. Je reparlerai un petit peu concernant le contenu. Alors, comme d'habitude, ceux qui sont déjà présents, si vous pouvez mettre un petit mot dans le chat juste pour dire si tout passe, si le son fonctionne, si l'image est OK aussi. Donc, je vois que c'est en train de taper, donc on va présupposer que ça va. Euh, donc voilà. Parfait, si tout fonctionne bien. C'est une petite première expérience pour moi de faire ça l'été, hein. D'habitude, c'est calme, il n'y a pas de webinar. Alors, c'est peut-être pour ça que vous êtes un certain nombre, parce que j'étais surpris d'avoir 110 inscrits, ce qui est plutôt pas mal pour un truc sur l'IA en plein mois de juillet, mais je pense que c'est dû au fait qu'il n'y a pas de concurrence, entre guillemets. Euh, dans le train pour une fois, voilà. C'est très bien, Elise. Salut. Si tu peux suivre, c'est parfait. Vous rappelez quelques petites règles de fonctionnement. On est là ensemble pour 1 heure. J'essaierai de respecter le fait qu'à 13h30, ce soit fini. Je sais que pour ceux qui bossent, les plannings sont chargés l'été, donc on va essayer de faire en sorte de permettre de redémarrer tranquillement après un petit temps de pause. Sur le module de webinar que j'utilise, donc Livestorm, vous rappelez aussi, donc il y a le chat que vous avez vu là, où vous pouvez mettre des petites remarques, des choses comme ça. Cool, on a des gens d'Espagne, c'est super. J'espère que mon français, ça ira. Et puis, vous avez surtout une rubrique questions. En fait, vous avez en bas dans l'écran à droite une rubrique questions où vous pouvez déposer des questions. L'intérêt, c'est que pour éviter trop d'interruptions, je les prendrai plutôt à la fin. Salut Franck, je vois que tu es là, mais tu vas voir, on va parler de ce qu'on a fait ensemble aussi il y a un mois. Et on traitera les questions plutôt à la fin. Donc, je pense une quarantaine de minutes de présentation et puis peut-être 20 minutes de questions, plus après pour ceux qui veulent rester, hein, c'est possible, mais j'essaierai de respecter le temps. Concernant cette présentation, elle est un peu particulière parce que c'est une reprise. Alors là aussi, j'ai encore jamais fait ça, donc c'est l'été des premières fois. Vous verrez, pour ceux qui étaient là, du coup, ne restez pas. C'est une reprise, pas intégrale, mais quasi, de la partie que j'ai pu traiter dans une conférence qui s'appelle le Off d'Ergon, qui a eu lieu en juin, et où il y avait une première partie qui était justement traitée par Franck Noël, que je vois présent là. Donc, salut Franck. Et vous allez voir que je vais aller droit au but et que je vais pas du tout parler de théorie. Alors d'abord parce que je suis beaucoup moins compétent que certains autres pour parler de notions d'algorithme d'un point de vue mathématique et scientifique. Et surtout parce que ça a déjà été fait et bien fait par Franck dans cette partie. Donc je vous mets dans le chat et ça vous verrez, je le ferai régulièrement des liens. Et là, c'est un lien vers le replay de cette conférence et toute la première partie, la première demi-heure, voilà, est traitée par Franck avec de nombreuses choses très intéressantes sur comment fonctionnent au fond ou comment ont été conçus et qu'est-ce qu'on peut penser scientifiquement des outils que je vais vous présenter aujourd'hui et des outils concrets que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais rebasculer comme ça sur la présentation. Et je vais plutôt aller au début d'ailleurs, parce que j'avais fait défiler mes slides. On voit que c'est l'été. C'est plus décontracté. Donc l'idée, c'est de présenter vraiment des cas d'usage concrets. Vous verrez que c'est des cas d'usage sélectionnés quand même basés sur des éléments de publication pour la plupart. Donc il y a de la science derrière et c'est pour ça aussi que voilà, il y en a qui disent oui, l'IA, ça marche pas. Bah, il y a des cas en tout cas où ça semble être plutôt prometteur dans les approches et c'est ça que je vais vous présenter. Donc, je suis Grégory Santaner. Je présume que si vous êtes là, vous me connaissez déjà plus ou moins, mais voilà, j'ai plusieurs casquettes. La casquette Veto Network avec laquelle je parle aujourd'hui, la casquette Anne Kuhn vétérinaire, puisque je suis associé en Bretagne, et d'ailleurs, je vous parle depuis une des salles de consultation qui est désertée pour ce temps du midi. Et puis, donc, associé cofondateur de Dr Patoun et des engagements associatifs avec VetIntech et Ergon, et puis qui d'ailleurs étaient les deux entités en collaboration pour le Off d'Ergon, où avec Franck, on avait abordé déjà ce sujet de l'IA vétérinaire. Autre point, je vous mets toujours dans le chat des liens. Vous pouvez récupérer en fait tous les replays des webinars sont mis en route. Là, vous aurez, du fait que vous êtes inscrit, le replay automatiquement.
Avantage de s'inscrire à Livestorm quand il y a mes webinars, c'est que vous avez le replay de ce qui est diffusé, mais aussi le replay du chat. Donc, c'est assez sympa de pouvoir avoir les choses. Donc, vous pouvez retrouver sinon les replays des derniers webinars sur YouTube, sur la chaîne Veto Network. Abonnez-vous à la chaîne, ça permet aussi des fois quand on rate un truc de recevoir une petite notification. Et puis vous avez toutes les ressources diverses et variées. Hein. Un des buts de Veto Network, c'est de diffuser de la connaissance sur tout ce qui est e-santé animale. Donc vous avez du podcast, de la newsletter, différentes choses. Donc n'hésitez pas, si c'est la première fois que vous assistez à ce genre de webinar et que vous aimez bien la matière, vous pourrez avoir ce genre de choses par différents moyens. Dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet, et à chaque fois je repasse cette slide, voilà, c'est une sensibilisation aux effets écologiques qu'on peut tous avoir, moi le premier avec ma société, et donc c'était pour vous partager, je vous mets ça à nouveau dans le chat, des petits liens avec des simulateurs assez intéressants pour commencer à sensibiliser à ces sujets sur tout ce qui est émissions de carbone en fait, et en particulier je vous conseille celui de l'ADEME, qui est intéressant parce qu'on peut étudier plus particulièrement son empreinte numérique. Donc, c'est un sujet qui est intéressant. Peut-être d'ailleurs un prochain sujet de webinar parce que c'est un sujet qui vaut le coup d'être creusé. De quoi va-t-on parler aujourd'hui avec les cas d'usage? Alors, j'avais mis, pour être un peu attractif, 10 exemples d'usage de l'IA en santé animale. Il y en aura un petit peu plus que 10. Mais en gros, les grands domaines qu'on va explorer, c'est l'imagerie, la cytologie, parce que là, on a déjà des choses qui commencent à être un peu abouties. Alors, pour la présentation, Laurence, non, c'est pas prévu, mais elle est disponible du coup sur le replay. Pour l'instant, j'ai prévu comme ça. Donc, mais sinon, au pire, envoie-moi un mail et ça peut se négocier. Donc, je disais cytologie, données biologiques aussi. On a des choses qui sont pas encore complètement connues, en tout cas, mais qui sont très prometteuses. Et puis également des choses plutôt dans le domaine de la santé animale des animaux de production où ils sont souvent assez malins et assez novateurs. Et sur l'analyse des sons, il y a une très belle conférence d'ailleurs à Numanima, le congrès de VetIntech sur ça. Et puis la computer vision aussi avec l'analyse des vidéos. Donc je vais vous donner ces exemples-là. À chaque fois, ce sera assez court hein, parce qu'on a peu de temps. J'ai déjà presque mangé 9 minutes pour arriver à l'introduction. Ça sera vraiment juste pour vous dire, ça existe, vous donner des notions de ressources et de publications, et après à vous d'être un peu curieux, on va dire, pour certaines choses. Je pense que c'est ça aussi un des objets, c'est d'aller vers de la curiosité. Alors, je vois William qui commence à me poser des questions dont je ne comprends même pas les termes, donc on en reparlera après si tu veux sur l'impact carbone et donc ça peut être un sujet justement en soi. Je vais commencer par le plus simple et peut-être le plus abouti et peut-être d'ailleurs, je ne sais pas si certains d'ici sont usagers de cet outil Picoxia dans leur propre établissement, puisqu'il y a probablement des praticiens et des praticiennes. N'hésitez pas à le signaler dans le chat, ça peut être intéressant d'avoir votre avis. Donc ici, il s'agit de Picoxia. Il existe aussi un autre outil qui s'appelle SignalPet, qui est plutôt anglo-saxon. Picoxia, c'est quand même pas mal, hein, c'est pour ça que j'ai mis Cocorico. Voilà, ça vient de Maison Alfort initialement avec les fondateurs Émilie Boissady et Aloïs Delacombe, et ça fait de l'interprétation de radiographie de profil. Donc comment ça marche? Alors vous pouvez aller d'ailleurs sur picoxia.com, on a la possibilité de tester quelques radios pour voir. Tout simplement, soit c'est lié directement à votre logiciel d'analyse radio et ça va, vous, en quelques secondes, à peine, vous donner le dépistage d'éléments spécifiques de lésions ou d'anomalies, alors je disais radiologiques pulmonaires, mais aussi abdominales, enfin pulmonaires, thoraciques et abdominales, on va dire, et avec des degrés en fait de probabilité de survenue. Et en gros, quand on est au-dessus de 90 voire 95%, ça veut probablement dire que vraiment il y a cette lésion. L'autre intérêt de ce genre d'outil, c'est que ça fait
ça enlève, entre guillemets, une partie des biais humains. Pour ceux qui sont praticiens, praticiennes, vous avez l'habitude, hein, on est pressé entre 2 consultes, on a balancé une radio, on va la regarder un peu vite fait, de manière probablement pas aussi rigoureuse que ça mériterait. On regarde ce qu'on cherche, mais parfois il y a d'autres choses à voir. Et là, des outils comme Picoxia, c'est ça qui est assez intéressant. Ça va faire des mesures automatiques qu'on fait l'objet de publications d'ailleurs. Ça va repérer certaines lésions, ça va mesurer certains organes, je pense aux reins qui sont mesurés maintenant de mémoire. Et au final, nous, dans l'usage qu'on en a chez Anikoun Vétérinaire et aussi en discutant avec d'autres praticiens, c'est le côté gain de temps, le côté rassurant aussi pour en particulier, on a nos jeunes enfin plus jeunes vétérinaires, on va dire qu'ils sont pas débutantes, mais ils sont toujours contentes d'avoir un 2e, voire un 3e avis quand ça discute déjà avec le collègue ou en garde, par exemple. Ça peut aussi donner des idées d'interprétation, en fait, hein. C'est-à-dire des choses qu'on n'avait pas trop vues, on se dit: «Ah bah oui, en fait, ça pourrait être ça». Et donc au final, c'est un outil qui va augmenter la capacité du vétérinaire à bien interpréter les radios. Je vous conseille aussi d'aller sur le site il y a pas mal de liens vers des publications, puisque c'est aussi un des points intéressants avec Picoxia, c'est qu'ils ont déjà commencé à pas mal publier dans des revues scientifiques, leurs résultats. Alors, est-ce qu'il y a un update pour les lapins? Je n'ai pas connaissance que ce soit en cours, mais les connaissants, comme je sais qu'ils sont toujours en cours de nouveautés, alors je ne sais pas si les gens de Picoxia qui sont là, mais sinon, hésite pas, tu leur mets un petit mot sur contact et je dirais qu'en toute logique, je vois pas ce qui pourrait empêcher que ça puisse arriver. Il faut juste avoir de quoi entraîner les choses correctement, mais à terme, là, ça marche sur le chien, le chat, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas sur les lapins. Hem, on va continuer sur les notions d'imagerie, là, sur des choses un peu plus techniques et qui sont un peu moins du quotidien, parce que Picoxia, de mémoire, ils équipent déjà 400-500 cliniques, hein, donc ça commence à être quelque chose je dis pas courant, mais c'est pas juste dans un coin. Il y a des choses un peu plus techniques, ne serait-ce que parce que tout le monde n'est pas équipé avec ce genre de choses. Je parle ici de l'IRM avec une publication qui proposait de faire de l'aide au diagnostic pour différencier les gliomes et les méningiomes chez le chien. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que voilà, il y a «l'efficacité» entre guillemets qui a été mesurée, pour distinguer ces 2 types de lésions et on voit que ça marche plutôt pas mal, hein, puisqu'on a accuracy de 94-90 en fonction des types, d'images traitées et en tout cas, la conclusion de cette publication qui était, dans un journal, comité de lecture britannique, c'est des collègues vétérinaires des universités italiennes de mémoire qui ont publié ça. Ça définissait qu'effectivement, cet algorithme-là, cet outil, pouvait être un outil fiable, pour, distinguer gliome et méningiome, sachant que, voilà, en général, quand ça publie, c'est que ça je dis pas que ça publie des trucs qui fonctionnent pas, mais c'est que c'est déjà en voie de pas mal fonctionner et que surtout, on peut supposer qu'avec le temps, ça va aller encore en s'améliorant. Donc voilà pour ce qui est d'imagerie, radiographie et IRM. On va passer à un autre phénomène qui est assez, moi je me souviens la première fois que j'avais vu ça, je crois que c'est en 2018 à Londres, je pense, peut-être au CES, quelque chose comme ça. Mais en gros, voilà, la capacité d'analyser les images qu'on voit là pour les radiographies peut aussi se transposer à tout ce qui est, analyse d'images, cellulaires. Alors nous, avec nos petits yeux, on regarde au microscope, mais au final, on a maintenant des entités, c'est assez mature, hein, je pense à ScopioVet, Antech, VetScan Imagist, qui est même disponible en France, hein, et Scaview, qui vont pouvoir scanner en haute définition l'image la lame en fait, hein, de microscope, avec différentes choses dessus, des cellules, de l'urine aussi qui peut être mis, de toute collection liquidienne, on va dire, hein. Et le scan en haute définition de ça va faire que, bah, ça peut voyager n'importe où, et donc être, soit analysé par un outil d'intelligence artificielle, on va en reparler après, je pense aux outils de coproscopie de Vetscan Imagis, par exemple, soit aussi communiquer à un ou une spécialiste et l'avantage, c'est que ces entités-là ont été malines et ont installé des spécialistes un peu sur tous les fuseaux horaires, ce qui fait que vous pouvez avoir vos résultats de cyto, en quelques heures, voire, certains faisaient même des promesses en 15 minutes. Donc ça révolutionne quand même pas mal la façon de pratiquer notre médecine, on va dire, puisque,
Là où, aujourd'hui, bon, le circuit classique pour les non-praticiens qui nous écoutent, voilà, on va faire, une lame, on va colorer une lame à partir d'un matériel qu'on a prélevé sur l'animal. Il y a un coursier qui va venir chercher cette lame, qui va l'emmener dans un laboratoire où on fait faire les analyses. On va recevoir un résultat, je dirais, quand ça se passe bien, 4-5 jours. Quand ça traîne un peu, qu'il y a un week-end, que le coursier, il met un peu de temps, enfin tout voilà, des facteurs défavorables. On a parfois les résultats qui nous parviennent une semaine, parfois même pire, après. Et donc, bah, la démarche thérapeutique est pas la même du tout que là. Voilà, vous faites votre coloration de lame le matin, vous la scannez, ça se fait en très peu de temps, hein, quelques minutes, et elle est analysée par quelqu'un qui est spécialiste dans le domaine et qui vous rend un résultat parfois dans l'heure, dans les 2 heures, dans les 3 heures. Donc ça veut dire que l'après-midi, quand vous sortez l'animal, et que de votre hospitalisation, ou de votre chirurgie et que surtout il retrouve son propriétaire, vous pouvez dès à présent, le jour même, discuter avec le propriétaire des options thérapeutiques puisque vous avez une réponse, qui est en plus de très bon niveau en termes de connaissances. Ce qui est intéressant aussi avec ces outils-là, c'est que ça revisite la relation entre le spécialiste, et le vétérinaire. En particulier, ce qui m'avait bien plu chez Scopiovet, là, qu'on voit dans le coin en bas à droite, c'est qu'il y avait la possibilité d'entourer des petits trucs ou de mettre des drapeaux sur la lame en disant, «Je sais pas trop ce que c'est, ça me paraît bizarre» et donc de poser des questions un peu plus précises, alors je vous laisse remettre vos questions dans la rubrique questions pour Jocelyn, et puis je traiterai tout ça après. Donc je disais que Scopiovet, ce qui m'avait bien plu, c'était, comment dire? Le côté où on pouvait donc poser des questions à l'intérieur de la lame et surtout, l'autre truc que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'il y avait un chat qui était ouvert pendant quelques heures après l'obtention du résultat et donc on pouvait dialoguer, en fait, avec le spécialiste, en disant: «Ah bon, d'accord, c'est ça le résultat, mais alors, qu'est-ce qu'on peut en penser?» Donc voilà, ça change un peu la donne de la démarche et pour le coup, j'avais trouvé ça intéressant. Dernier point, je parlerai pas trop d'économie, et de prix ou de choses comme ça. Mais c'était complètement accessible en fait, même pour des entités, nous on a à Nikoun, on est 2 cliniques normo-normales avec, 1 veto et demi, 2 ASV et c'était accessible même pour des entités comme nous. Donc, justement, là je parlais des premiers éléments de télécytologie que j'ai pu voir. Bah, il est arrivé en France, alors c'est Zoetis, hein, qui fait ça, je précise, je n'ai de lien d'intérêt avec personne, entre guillemets, je parle juste de ça parce que je trouve ça intéressant. Et donc, Zoetis est arrivé avec le VetScan Imagist en France, donc qui est ce petit boîtier qu'on voit, qui ressemble à un microscope et qui va en fait, on va juste insérer la lame qui va être scannée en très haute définition et où on va pouvoir, analyser différentes choses, par intelligence artificielle des frottis sanguins, de l'analyse coproscopique aussi, qui va être faite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme parasite, dans les selles et puis, également la possibilité de transférer à un spécialiste. Donc le système dont je vous parlais qui sera intégré là-dedans. Là, elle m'a été annoncé il y a quelques jours par mon délégué puisqu'on envisage de s'équiper chez nous. Le fait qu'à partir de septembre, il y aurait également, l'implémentation d'un algorithme qui va gérer, les colorations de cellules, d'origine dermatologique, on va dire. Voilà, donc tout ce qui est, otite, problèmes auriculaires, problèmes de peau, de choses comme ça, a priori avec, de l'intelligence artificielle qui aurait la capacité à faire de l'analyse, de tout ça. Donc, intéressant et surtout on voit que là aussi, là encore, je n'entrerai pas dans les détails économiques, sauf peut-être dans les questions si certains en ont. Heu, c'est quelque chose là aussi qui est accessible. Il n'y a pas besoin d'être un centre hospitalier vétérinaire avec 15 vétos pour, s'équiper de ce genre de choses. Donc, intéressant à creuser parce que, bah, là aussi, ça revisite probablement la façon dont on travaille avec, un vétérinaire qui va probablement continuer à vouloir jeter un œil sur, la lame, mais qui à un moment va devoir ou pouvoir faire confiance à un algo qui va tourner suffisamment bien pour donner des résultats, fiables. Je voulais parler aussi d'autres types d'images, tant qu'on reste dans les images. Alors là, au niveau publication, c'est un peu plus flou, donc je les mets quand même à titre d'exemple parce que je pense que ça donnera des choses prometteuses, à l'avenir. C'est, des images en fait de face ou de visage et en particulier chez le chat. Alors ça se base quand même sur de la science, en particulier,
l'échelle des grimaces félines, si ça vous dit quelque chose. Donc, c'est étudié par l'Université de Montréal et d'Édimbourg de mémoire. Et en fait, ça aboutit au fait de se dire, mais en fait, la douleur chez le chat ou le bien-être chez le chat, il y a quand même des faciès un peu spécifiques de ça. Et il se trouve que ça tombe bien parce que bah, une intelligence artificielle, arriver à analyser des faces, des visages pour en déduire des choses, c'est quelque chose qui peut, avec pas mal de travail, arriver à se faire. Et là, on a deux entités que je peux citer, Sylvester.ai par Tably, et Cat Pen Detector, qui sont tout récents, là, qui sont sortis, donc j'ai un peu moins de recul, où on va pouvoir, avec une application ou directement en ligne, diffuser une photo de face de chat. Alors, à chaque fois, il y a pour avoir des bonnes données, hein, vous retournerez voir le webinar et les explications de Franck sur tout ce qui est qualité des données pour faire des bons algorithmes. Pour avoir des bonnes données, c'est important de prendre des bons clichés. Donc voilà, le chat bien de face, avec la tête plutôt à plat. Enfin, on peut pas prendre tout et n'importe quoi. Et c'est assez intéressant. Alors, j'ai une expérimentation qui est très limitée dans ce domaine. J'avais utilisé Sylvester.ai par Tably sur une de nos mascottes. Bon, d'un autre côté, il faisait souvent la tête, donc c'était un peu difficile de savoir s'il était content ou pas content avec cette application. Mais je pense que tous ces outils-là où on se dit bah ça marche pas, le plus intéressant, c'est vraiment essayer quoi, pour voir. Et par contre, je pense que dans un futur pas si lointain que ça, que le boulot du veto de l'ASV, ce soit de passer le matin en hospi et de prendre une photo de la face de chaque chat pour avoir un espèce de pré-diagnostic, enfin pas diagnostic, c'est un peu, mais une pré-évaluation. Voilà. Après, c'est très bien qu'il y ait un humain qui repasse et qui se fasse son idée, qui confronte son idée à l'idée de ça. Mais avoir une pré-évaluation par ce genre d'outil, c'est probablement quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas même des cages d'hospi avec une petite caméra dans le coin et qui va capter la face du chat dès qu'elle sera bien placée pour faire un monitoring vraiment encore plus consistant et permanent. Donc, ces outils-là de capture d'images de faces d'animaux pourraient même aussi avoir des usages d'identification, hein. Vous avez une société coréenne qui s'appelle PetNow. Je vais vous le mettre dans le chat. Qui promet de pouvoir identifier les chiens à partir d'une photo de leur truffe et les chats à partir d'une photo de leur face. Donc, on en a pas mal parlé aussi chez Vet in Tech dans divers webinars que vous pourrez retrouver aussi sur la chaîne YouTube de Vet in Tech. Donc voilà, ces analyses d'images, c'est quelque chose qui est assez intéressant que je vous invite à suivre ou à tester. On change un peu d'univers et on était sur l'image, on va passer dans les données biologiques et je pense que un des trucs les plus fascinants qu'il y a avec ça, c'est que l'image, bon, voilà, je dirais qu'on a une image sous les yeux, nous aussi en tant qu'être humain, on peut présupposer l'analyser correctement. Par contre, jongler avec des dizaines de milliers de données d'analyse biologique ou alors avec un résultat d'un bilan avec 20 paramètres, 30 paramètres, c'est toujours un peu plus un challenge. Là, ici, une des réalisations qui est peut-être la plus intéressante ces dernières années, c'est Renaltech par Mars Petcare via le laboratoire Antech. L'idée générale, c'est de prendre les données de 150 000 chats à partir de 20 ans de données dans les cliniques Banfield. Et puis, à partir de valeurs de données biologiques, je dirais classiques, hein, on voit urée, créate, la densité, pH urinaire, protéines urinaires, NF et âge. Rien de bien sorcier. D'accord, merci Claude, super pour la précision. Claude Ecochard, donc, un grand spécialiste aussi de tout ça, qui précise que l'échelle des grimaces félines, elle est validée scientifiquement pour la douleur aiguë, mais pas pour la douleur chronique à sa connaissance. Donc, vous voyez, voilà, on est dans les recherches, dans les débuts, donc c'est important à chaque fois creuser, d'utiliser les bons outils pour les bons usages. Donc là, pour revenir aux données biologiques à Renaltech, à partir de données biologiques classiquement récoltables chez le chat, il y a eu la possibilité d'entraîner un algorithme qui a ensuite été testé de manière satisfaisante pour développer ce qu'on appelle un index prédictif. Alors, ça, c'est des notions
pas facile au début. J'avoue que même moi, je suis peut-être pas encore sûr d'avoir tout compris. Mais l'idée générale, c'est de dire, voilà, si l'index prédictif est, défavorable, au niveau de Renaltech, ça veut dire que dans les 2 ans qui viennent, l'animal va débuter une maladie rénale chronique. Alors on pourrait dire: «Mais il y a, déjà des marqueurs, des choses comme ça». Sauf que les marqueurs, en fait, disent juste, il c'est en train de débuter. Là, ça dit juste: «Je te prédis que dans les 2 ans qui viennent, ça va démarrer», avec une certitude, suffisamment forte pour le savoir. Alors ça peut être aussi incertain et aussi être négatif, et dans ce cas-là, je dirais qu'on a du temps devant soi pour, estimer qu'on est tranquille. Donc sur une maladie comme la maladie rénale chronique, qui est la maladie du chat qui prend de l'âge, on imagine bien tous les à partir de la récolte de données biologiques classiques, toutes les avancées et toute la façon de traiter, médicalement les animaux qui pourraient, beaucoup évoluer, on va dire ça comme ça, à partir de ce genre d'outils. Donc c'est disponible, aux États-Unis, c'est normalement en train d'arriver en Europe, voilà, c'est annoncé. Alors, c'est pas évident, ce genre d'outil qui est très disruptif, d'arriver à le positionner dans l'arsenal classique, des vétérinaires. Mais en tout cas, c'est assez intéressant, et quelque part, les autres exemples que je vais vous donner d'analyse de données biologiques par de l'intelligence artificielle sont aussi un peu dans le même tonneau, c'est-à-dire sur des défis diagnostiques, heu et bien de pouvoir se faire aider pour, un peu comme un petit truc sur l'épaule là qui nous dirait: «Eh, oublie pas de penser à ça, ou peut-être que ce serait bien de penser à ça». Là, ici, on a, un travail une publication de l'université de Davis en Californie, qui ont un groupe spécifique. Ils ont une unité de recherche, en fait, spécifique, pour l'intelligence artificielle, donc ils sont assez dynamiques dans ces domaines-là. Et ici, ils ont travaillé sur, environ, les bilans sanguins et les numérations formules. Donc là encore, rien d'inaccessible, hein. Ils ont fait ça sur 1000 chiens. Donc là aussi, on a un lot de chiens qui est pas non plus délirant pour arriver à produire des résultats. Et ce qui était intéressant, donc pour la maladie d'Addison, alors là aussi, je connais pas par cœur individuellement chaque membre du public qui est présent, mais voilà, pour ceux qui ont pas été praticiens, c'est pas facile cette maladie de la diagnostiquer. D'ailleurs, en général, quand on la trouve, on est content de soi. Et probablement qu'on passe à côté de pas mal de cas, en fait, parce que c'est pas facile à diagnostiquer, c'est discret, c'est pas très net, et cetera. Là, en entraînant un algorithme à partir des données de chiens dont on était sûr qu'ils avaient la maladie d'Addison, et de chiens normaux, on a un algorithme qui a été capable avec une sensibilité, une spécificité élevée, de pouvoir dire: «Cet animal-là, heu, est atteint de la maladie d'Addison», ou en tout cas, à minima, pouvoir dire: «Bah, celui-là, ça vous paraît pas évident, mais allez faire les tests nécessaires pour, essayer d'écarter cette maladie d'Addison, ça pourrait être, quelque chose d'intéressant». Donc, on voit là aussi, hein, la capacité que pourraient avoir ces IA, si en plus elles sont directement intégrées, dans nos appareils d'analyse, qui pour l'instant nous rendent essentiellement des résultats, mais pas beaucoup plus que ça, même si c'est en train d'évoluer tout doucement. Voilà, un appareil d'analyse qui pourrait nous dire: «Bon, les résultats, c'est ça», et différents outils, dont peut-être des algorithmes et des systèmes d'intelligence artificielle, me font te dire que, en gros, tu devrais creuser ça, ça, ça comme piste, et en particulier celle-là. Donc ça, c'est le genre de façon de travailler probablement auquel on devrait arriver dans les années qui viennent. On a le même genre de choses sur une autre maladie qui est, alors, moins un défi diagnostique, parce que des fois ça saute aux yeux, mais pour autant, où il y a les mêmes logiques de rechercher. C'est basé sur, un outil, britannique cette fois, c'est-à-dire une base de données qui s'appelle VetCompass. Je vous invite à aller sur le site de VetCompass, c'est très intéressant ce qu'ils font. Et les Britanniques ont eu l'intelligence, je dirais, il y a plus d'une dizaine d'années, 12 ans maintenant, je crois, de se dire: «Bah, ça serait bien qu'on remonte plein de données». Alors, au début, probablement en sachant pas trop ce qu'ils allaient en faire, mais en tout cas, dans l'objectif de se dire, «Il y aura probablement quelque chose à en tirer». Au final, dans chaque dossier d'environ 1000 chiens, ils ont analysé 30 variables. Alors, variable, c'est une donnée, biologique, ou alors, l'âge du chien, son poids, ce genre de choses. Et alors c'est pas excellent, hein, voilà, sensibilité 71, spécificité 82, mais là aussi pour, confirmer un syndrome de Cushing ou une maladie de Cushing, ça peut être un outil intéressant.
Et là aussi, ça peut être aussi quelque chose qui, sur des bilans, larges qu'on peut être amené à faire pour d'autres motifs, peuvent, amener à tirer une petite sonnette d'alarme en disant: «Ah, il y a une probabilité de X que peut-être en plus de d'avoir, ce que tu ne cherches pas, ce chien puisse avoir une maladie de Cushing et ça mérite d'être exploré en tout cas». Donc voilà, des maladies avec des défis diagnostiques qui sont toujours pas faciles à envisager, pourraient être, probablement, on aurait des changements d'approche dans les façons de le diagnostiquer. Je finis là aussi sur, alors défi diagnostic, c'est un bien grand mot, mais là on voit, c'est trouver une maladie avec la maladie de Cushing, l'Addison. Il y a d'autres fois où le temps compte en fait et je pense à des maladies comme la leptospirose et là on retrouve l'université de Davis en Californie, qui a développé, un outil avec peu de chiens au final, ce qui montre que voilà, avec des lots assez courts, de tests, on peut arriver à sortir des choses pas inintéressantes et là, l'idée, c'est voilà, pareil pour ceux qui ne sont pas avec nous, souvent la leptospirose, on met du temps à la trouver et à la diagnostiquer parce qu'il faut parfois répéter certains examens, que ça prend du temps et du coup, on attend avant de savoir, être sûr que. Et là, en fait, avec, juste des analyses sanguines, urinaires et puis éventuellement des tests en plus, on arrive à des résultats de sensibilité et de spécificité qui sont très acceptables, en fait, hein et qui montrent que en fait, cette méthode-là, via, l'analyse des données, urinaires et sanguines, par, une intelligence artificielle, en tout cas des systèmes d'algorithmes, ça serait même plus performant en fait que les méthodes actuelles dans cette publication. Donc là aussi, on sent poindre, une façon de fonctionner qui pourrait être vraiment intéressante pour dépister les choses et également, hein, avec, voilà, là, on voit, c'est pour ça qu'ils ont mis avec test ou sans test et on a déjà des bons résultats sans test, ce qui fait que là aussi, des animaux qui bricolent, comme on dit, entre nous, c'est-à-dire, il va pas bien, on sait pas trop pourquoi. Souvent, on part à la pêche un peu large, bah, là, on pourrait avoir des points d'alerte qui diraient: «Ben, ce chien, il a quand même un bon profil à avoir une leptospirose», même si ça ne saute pas aux yeux cliniquement. Alors toujours pareil, hein, et on aura des ça sera probablement des années un peu de défis, les années qui viennent, à la fois même en formation et je crois que pour l'instant, on n'est pas très avancé là-dessus. C'est-à-dire comment on apprend à fonctionner avec ces outils-là. J'en parlerai un peu en conclusion, parce que parfois ça va être aussi, en contradiction avec, notre sens clinique. Alors bon ou pas bon, c'est à rediscuter. Heu, je vais passer à on était sur les données biologiques, hein, pendant un certain temps et je vais avancer, on va aller vers les sons qui sont un autre, domaine assez intéressant. Les sons, c'est intéressant parce qu'entre guillemets, c'est pas si compliqué. Alors je suis vache de dire ça pour ceux qui développent des algorithmes pour ça, mais on a des choses qu'on peut assez facilement, travailler. Alors je vais vous parler de Wisapet, c'est, un outil, coréen. Les Coréens sont souvent assez avancés, sérieux dans ce genre d'outils. Donc l'idée, c'est avec un stéthoscope qu'on peut, déposer sur le enfin qu'on peut mettre sur le fixer plutôt sur le poitrail de l'animal, arriver à capter, les sons, cardio-respiratoires. Également la possibilité de capter des sons, abdominaux d'ailleurs dans d'autres domaines et la promesse, alors pareil, j'ai pas mis la main sur la publi, ça serait de pouvoir avoir un dépistage réellement beaucoup plus précoce qu'actuellement de la maladie valvulaire, cardiaque, hein, c'est-à-dire, voilà, un peu la maladie cardiaque du chien. Donc l'idée, c'est, voilà, de pouvoir dépister des anomalies extrêmement fines, minces, pas audibles à l'oreille humaine, surtout en écoutant le chien, 2 fois par an sur la table de consultation, mais qui vont là aussi faire des alertes et vont pouvoir alerter via ce genre d'outils. Donc voilà, en attente d'évaluations plus poussées, de publications aussi. Il y a des choses qui existent aussi en humaine, hein. J'avais vu ça à Vivatech, le mois dernier, en particulier des Indiens de Steto.ai ou quelque chose comme ça, qui avaient sorti quelque chose qui paraissait assez robuste, et qui était aussi intéressant de ce côté-là. Là aussi, on pourrait imaginer, que, le stéto qu'on a tous dans notre salle de consul soit équipé d'un petit boîtier qui soit relié un petit logiciel qui tournerait sur l'ordi de notre consulte et qu'à chaque auscultation, en fait, qu'on fasse, donc c'est quand même un geste qui est fait couramment par les vétérinaires, bah, quand on revient
à son bureau pour taper des choses, eh bien, on ait des informations qui nous, au-delà de ce qu'on aura pu entendre et se dire c'est bon, c'est pas bon, nous disent OK, moi enfin moi en tout cas l'outil se dit qu'il pourrait être bien d'être attentif à ci ou à ça. Donc là aussi, se préparer à quelque part à travailler en collaboration avec des entités non humaines. Encore qu'il y a des humains qui les ont fabriqués, donc ça peut se discuter. Je reviens toujours sur les sons et là on a eu, je vous invite à aller, vous abonner à la chaîne YouTube de VetInTech. Je vais taper, le site, VetInTech, ou s'il y a quelqu'un de VetInTech qui est là, si vous pouvez mettre dans le chat. Je crois que Raph, je t'avais vu ou Franck, tu peux. Parce qu'il y a eu vraiment une présentation super, au dernier Numa Animal, là, avec plein d'explications, de Jean-Bernard Hérin, sur SoundTalk. Donc, vous voyez SoundTalk, vous voyez un peu le petit dessin. Imaginez dans les élevages de porcs une sorte de micro qui tombe du plafond et qui va enregistrer en permanence en fait le fond sonore de ce qui se passe. Merci Franck, c'est parfait pour la chaîne YouTube. Donc vous l'avez dans le chat pour tout le monde. Et vous avez l'enregistrement sonore de cet élevage porcin, de cette case où il y a des porcs. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que de manière complètement validée scientifiquement, hein, c'est assez robuste de ce côté-là, il y a eu la capacité à dépister de manière précoce, 5 jours plus tôt, qu'à l'oreille humaine ou à l'oreille de celui du porcher qui s'occupe ou de l'éleveur qui s'occupe de tout ça, des débuts d'infection respiratoire. Ce qui a été encore plus fascinant, et moi j'avoue que ça m'a scotché, c'est la capacité en fonction de la typologie des bruits à dépister des agents pathogènes différents. Donc ça, c'est quand même quelque chose de assez étonnant. Et prometteur probablement parce que je pense que ça va aller plus loin. Prometteur à la fois chez le porc aussi, mais il y avait des espoirs de pouvoir aussi étudier ça chez les bovins, je crois, hein. Donc voilà, je vous invite à, moi j'avoue, bon voilà, je suis plutôt orienté animaux de compagnie, hein, mais ce que fait SoundTalks et tout ce qu'on peut faire sur l'analyse des sons d'ambiance en élevage, je trouve ça vraiment très 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 intéressant. Et avec voilà le corollaire aussi, c'est une amélioration du bien-être animal et aussi des minorations des pertes économiques, hein, qui ont été chiffrées de manière très nette puisque dans ces domaines-là, je dirais qu'un gramme de croissance est un gramme de croissance et un sou est un sou. Et donc c'est assez intéressant. Oui, tout à fait, Cécilia, je suis d'accord avec toi sur le fait en animaux de production, ce que j'ai expliqué sur les analyses de faciès félin s'applique aussi. J'avais vu passer des choses sur les agneaux en Nouvelle-Zélande ou quelque chose comme ça, mais voilà, probablement qu'en tout cas l'éleveur de demain sera vraiment bien assisté par des entités qui vont l'aider dans ce sens. On passe du son à la vidéo et là, cocorico, on va dire avec, un champion français qui s'appelle AIRD. Donc AIRD, l'idée générale, c'est de mettre des caméras, on voit ce modèle-là sur la gauche, au plafond dans l'élevage à différents endroits stratégiques pour couvrir l'intégralité des zones. En fait, il va y avoir la capacité à suivre chaque vache individuellement, grâce à ces tâches. On avait plaisanté avec Quentin Garnier, un des fondateurs, en disant qu'il faudrait génétiquement faire en sorte que les vaches aient des tâches vraiment très spécifiques pour les suivre encore mieux. Mais il avait dit que voilà, sauf s'il y avait un troupeau avec des vaches que noires ou que blanches, globalement, ça fonctionnait bien. Je vous invite à aller sur le site. Il y a des démonstrations, des choses comme ça qui montrent à quel point ça va être possible de vraiment bien surveiller individuellement chaque animal et surtout, parce qu'à la limite, on va pas passer 24 heures sur 24 devant l'écran à regarder la télé des vaches, mais c'est surtout la capacité dans iHeart qui m'avait beaucoup intéressé, c'était la capacité à donner des conditions, quoi, en gros. C'est-à-dire de dire, bah, si telle vache, elle est restée plus de 3 heures dans telle zone, bip moi, en gros, voilà, ou ce genre de choses. Ou si telle vache, elle est allée pas assez boire ou qu'elle a bu moins de temps, bip moi. Donc ça veut dire qu'on a un éleveur qui va pouvoir être un peu plus peut-être détaché de son élevage. Alors il y aura toujours son œil d'éleveur hein, qui sera toujours important. Ça fait partie des sujets de discussion qu'on a souvent chez VetInTech avec le côté voilà
de ne pas faire confiance 100% aux machines et d'arrêter d'être en connexion avec les animaux. C'est valable pour les animaux d'élevage et les éleveurs, et ça sera valable aussi pour les vétérinaires animaux de compagnie où voilà, il faudra être attentif à ce que disent ces outils-là, mais toujours garder le sens clinique en éveil. Euh, et donc voilà, sur iHeard, on a vraiment un outil qui est assez puissant, qui se développe pas mal, qui a en plus des atouts pour même se développer au niveau international, hein, vu la demande et vu ce que ça peut faire, les gains en matière de bien-être animal et en matière de bien-être aussi des éleveurs qui passent, qui sont un peu débordés. Donc voilà pour un dernier outil. Et là, je vais prendre quelques minutes pour, je vous avais promis d'être dans les temps, mais c'est à peu près tenu, mais on voit qu'il y a pas mal de choses à dire. Euh, euh, Super Claude, merci pour la référence. Pour tous ceux qui veulent suivre, vous allez dans le chat du webinar, il y a des ressources qui sont apportées. Voilà, qu'attendre de l'IA en santé animale? Je pense d'ailleurs, c'est toi, Claude, je pense que la phrase vient de toi. Rendre visible invisible, hein, c'est-à-dire que des choses qu'on ne peut pas voir parce que juste on est humain, de pouvoir avoir, de dire, ah oui, ok, ce serait peut-être ça, en fait. Donc, nous faire gagner du temps aussi, ça c'est clair. Je pense en particulier à tous ces outils d'analyse de radio, d'analyse de lame de cyto. Hein, voilà, parfois, un véto qui se prend la tête, il va passer 10 minutes à regarder sa radio de partout. Bah, peut-être qu'il en passera que 5. Et peut-être au bout d'un moment, il en passera plus beaucoup parce qu'il fera confiance et que ça marchera très bien. C'est potentiellement aussi une solution face au manque de ressources. Voilà, on pourrait imaginer un monde où il faudrait peut-être pas moins de vétérinaires, mais pour le travail qu'on a à faire, certains outils pourraient nous faire gagner suffisamment de temps pour qu'on puisse assumer de le faire en étant moins. Je pense que de manière globale, ça permettra, une fois que ce sera bien mature, de mieux soigner nos patients parce que on n'est pas parfait, il y a forcément des trucs qu'on passe à côté. Et le dernier point que je voudrais transmettre, c'est rester scientifique. Voilà. Je sais pas quel est le public, mais normalement, on a tous fait, enfin, à l'école Veto, dans les universités, on a étudié le fait de faire de la biblio, de lire des articles, de critiquer éventuellement ces articles. Voilà, continuer à faire ça parce qu'il y a un peu de tout et voilà, d'éprouver un petit peu ça, ça peut être intéressant. Je finis avec, comme je vous disais, quelques éléments de réflexion plutôt. Hein, c'est des points de vue personnels, donc on pourra en discuter après. Moi, c'est plus le fait que je pense que ces outils-là, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai retenu à la refaire en replay, hein, ces outils-là vont avoir des impacts, ça me paraît évident. Je pense que ces impacts seront mieux gérés par la profession si elle s'empare du sujet. Et je pense que ça ira plus vite et moins vite que l'on peut croire. Ce que je veux dire par là, c'est plus vite parce qu'il y a des outils qui arrivent et on se dit, ah ouais, c'est déjà là, en fait. Je pense, bah, par exemple, le VetScan Imagist ou Picoxia. Moi, j'aurais dit qu'on n'aurait pas ça tout de suite. Et moins vite parce qu'il y a certains éléments, je vais en parler après, qui font que l'adoption plus majeure de ces outils-là va peut-être mettre un peu plus de temps que prévu. Pour ça, et l'auteur de ce dessin est présent. Donc, merci encore une fois, Claude, de me l'avoir transmis. Voilà, c'est le côté que les changements importants, et par exemple l'usage plus massif de ce genre d'outils, n'arrive pas comme ça. En fait, il y a souvent, enfin, voilà, il y a le fait que ce serait lié à différentes étapes, des étapes d'abord sociologiques avec des aspirations collectives. Ça peut être, par exemple, bah, voilà, on voudrait pour continuer éventuellement à manger des animaux, de la viande, bah, qu'au moins qu'ils soient bien traités. Donc ça peut être ça, se dire, bah oui, ces outils-là d'intelligence artificielle vont nous garantir, je sais pas, mais nous améliorer le bien-être animal. Ça peut être psychologique avec des soins individuels, ça va être, bah oui, moi, si j'ai un outil où je sais qu'il a 98% de chances d'avoir raison par rapport à l'analyse de mon chien, bah ouais, je serais bien partant pour ça. Et puis après, il y a la technologie qui visiblement est en train d'arriver dans différents domaines. Et quand on a le mix de tout ça, eh bien, voilà, il peut y avoir des changements et des adoptions plus massives qui surviennent. Quand on regarde, pour ceux qui aiment bien étudier le changement, les innovations, il y a un outil qui s'appelle le cycle de Gartner. Et souvent, voilà, on peut se poser la question de où on est avec tous ces outils dans le domaine de la santé animale. Voilà, il y a des lancements.
souvent on se dit: «C'est génial, ça va changer ma vie, ça va tout faire à ma place» et puis, on teste un peu et on se dit: «Ah bah, en fait, c'est pas si top que ça» et après, c'est seulement une fois qu'on a passé ces étapes un peu yo-yo quoi, avec souvent un effet waouh et puis un effet déceptif, hein, faut le dire. Moi, il y a plein de fois où personnellement, on voit arriver des trucs, on fait: «Mais si ça fait ce que ça enfin, si ça fait ce que ça dit que ça fait, c'est génial» et puis, bah, on teste et ça fait pas ce que ça dit que ça fait, on est déçu et puis après finalement, c'est souvent un premier pas avant de des éléments qui s'améliorent, hein, tout simplement et puis des capacités à utiliser ces outils-là, plus facilement. Et puis, peut-être ce qui me fait plus craindre, la difficulté à utiliser ces outils de manière plus massive dans notre profession, je vais appeler ça le changement impossible, c'est qu'on a des outils qui peuvent nous faire gagner du temps, mais il faut du temps pour apprendre à travailler avec. Et du coup, on a un peu un effet pervers, voilà, avec ce fameux dessin que j'aime bien utiliser souvent sur, voilà, c'est: «Non, non, beh, tu es gentil, mais on va pas faire de télémédecine parce que c'est trop compliqué en ce moment». Bah, non, non, on va pas installer Picoxia. Moi, j'ai déjà du mal à non, on va pas mettre le VetScan Imagyst parce que ça m'obligera à réfléchir à comment on va s'organiser en interne. Ça marche bien comme on fait, voilà. Mais on galère, mais ça marche bien comme on fait. Donc c'est vrai qu'on a ce principe-là qui est un peu délicat. Actuellement, je pense, je sais pas comment c'est sur les autres marchés, mais en France, je trouve que c'est très prégnant, où c'est compliqué de faire avancer et évoluer des innovations, bah, et ça peut même être des choses des fois, innovantes, mais sans être, avec de l'IA. Je pense aux boutiques en ligne, par exemple, hein. Vous voyez, les boutiques en ligne, bon, au début, c'est arrivé, ensuite, il y en a qui ont dit: «Oh bon, non, c'est bon, moi, je continue à vendre mes croquettes comme je fais d'habitude» et en fait, voilà, une fois qu'on utilise ça vraiment à fond, ça fait vraiment gagner du temps et ça simplifie la vie, quoi. Donc, Hem et je pense que les premiers impacts, en fait, ils seront peut-être non médicaux. Vous le savez peut-être pas, mais il est probable que votre comptable, en particulier si vous travaillez avec des gros cabinets, utilise déjà pas mal d'intelligence artificielle, ne serait-ce que pour traiter vos notes de frais. Dans la gestion de la relation client, il y aura probablement des outils qui vont arriver. Pour ceux qui sont usagers de Microsoft Teams ou de Google Workspace, avec des outils, classiques, hein, qu'on connaît tous comme Gmail, ou comme Teams ou des choses comme ça. Il commence y avoir il va y avoir de plus en plus, d'intelligence artificielle. Je vais discuter avec les gens de Google, à Vivatech et donc l'arrivée de systèmes d'intelligence artificielle imbriqués, en fait, dans ces outils qui sont des outils de notre quotidien. On écrit tous des mails tous les jours ou presque, et bien, demain, voilà, vous allez ouvrir votre email et il y aura une petite baguette magique en haut qui dira qu'est-ce que tu veux écrire, quoi, en fait. Et au lieu de réfléchir à écrire un mail, on dira, bah, j'aimerais bien écrire un mail pour dire à Madame Michu que les résultats de son chien sont disponibles à l'accueil. Voilà. Et pouf, 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 ça vous fera le truc. Alors, vous me direz, bah, oui, je peux l'écrire moi. Mais vous verrez qu'à force, on devient. Alors, je vous ai mis, on parle beaucoup de ChatGPT, qui est très bien, hein. Je vous ai mis un autre qui est arrivé depuis quelques semaines, qui s'appelle Bard, qui est le ChatGPT de Google. Donc, c'est celui qui sera probablement incorporé dans des outils Google type Gmail. Je vous invite à aller le tester, c'est intéressant. Alors, de temps en temps, il raconte n'importe quoi. Là, j'ai eu quelques expériences ces dernières semaines, mais sinon, pour des tâches, voilà, basiques, où il n'y a pas besoin de trop de cerveau, justement, dans un premier temps, ça marche pas trop mal. Ça fait des choses assez intéressantes. Moi, j'ai montré ça même à nos ASV chez nous. Je leur ai montré l'accès, je l'ai mis en favori sur les ordis, pour leur dire: «Bah, voilà, te casse pas la tête, tu dois écrire un mail ou un message à un client, tu peux te faire suggérer des choses», on avait fait le test avec Séverine, une de mes ASV, je lui avais dit: «Bah, imagine, tu as une dame qui vient et qui te dit: "Est-ce que vous connaissez des pensions canines dans le coin?"» et bah, du coup, voilà, on a fait travailler Bard et on avait un joli mail qui a permis de répondre à ce genre de choses. Donc au début, voilà, je pense que ça viendra, comment dire? Ça viendra via, des impacts non médicaux et c'est déjà là, en fait, hein, quand on y pense, je reviens sur, ce que disait Franck dans le off d'Ergon là que je vous ai déjà communiqué. Arrivera un moment où l'IA devient, non visible, en fait et donc quand c'est non visible, c'est que c'est bien adopté la plupart du temps. Au final, pour conclure complètement, voilà l'évolution que moi je prédis. Alors ça fait un peu boule de cristal, hein, voilà, de une médecine vétérinaire avec de l'IA intégrée et dans tous les cas,
Ce dont je suis intimement persuadé, c'est, autant je pense que dans des tâches spécifiques, une IA seule pourra être plus performante qu'un vétérinaire. Ça peut être le cas déjà maintenant sur des interprétations de résultats. On a des «compètes» entre guillemets où ça gagne. Autant ce dont je suis sûr, c'est que, d'abord, on aura besoin d'outils avec une espèce de trousse, donc il faudra être capable d'aller chercher les bons outils pour les bons usages et ensuite surtout, le fait que, bah, si vous êtes connaisseur de ces outils, donc si vous êtes là, c'est déjà un premier pas, usager de ces outils éventuellement, comment dire? Et bien, voilà, vétérinaire plus IA, par contre je pense que ça sera jamais dépassé par IA seul ou alors dans un temps où on sera plus là, aucun d'entre nous. Enfin, je pense. Donc c'est pour ça que je vous invite, en tout cas, dans tous les cas, de creuser, essayer, tester, voyez. Alors des fois, vous allez trouver ça nul, hein, il y a pas de problème, hein. Je me souviens la première fois quand j'ai montré Picoxia aux salariés véto chez moi, en gros, c'est: «Ah, c'est bien, mais il y a 15 jours, il m'a pas trouvé ça». Voilà. Bah oui, c'est pas censé, faire, tout, en fait, mais voilà. En tout cas, soyez usagers, je pense que c'est le meilleur moyen de pouvoir, appréhender ces choses-là. Et effectivement, voilà, qu'il y a un humain derrière, en tout cas, je pense que c'est une bonne chose, à garder en tête. On arrive au bout, en fait, j'ai à peu près tenu mon temps. Je vois qu'il y a quelques questions, donc je vais vous les poster. Je vous remets dans le chat, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, j'ai fait allusion plusieurs fois à un webinar, qu'on a fait il y a un mois avec, Franck Noël, et où il a parlé pas mal d'éléments théoriques en introduction d'une conf, ou d'un webinaire qui est à peu près le même que celui que je viens de faire, hein. Donc vous pouvez vous y référer si vous voulez creuser le côté scientifique et puis, je vous remets également, des différentes ressources Veto Network que je mets à disposition. Si vous voulez les retrouver, je vous mets les liens. Vous pouvez en particulier vous abonner à la newsletter, comme ça vous serez sûr de ne rien manquer. Je vais aller piocher les questions pour voir un peu ce qui se dit. Alors, il y avait une question, je la reprends, j'en avais un peu parlé. William, donc AD, donc de Ecoveto, qui me dit: «Tu vas mettre l'intensité ou l'impact carbone des technologies présentées par rapport au gold standard actuel ou d'autres paramètres de soutenabilité». Je ne sais pas. Donc, je ne sais pas ce que je vais étudier. J'ai commencé un peu à regarder. D'ailleurs, en particulier, il y avait eu un webinar sur le sujet, et on en avait parlé. Il y a aussi, pas mal de débats là-dessus sur, comment on mesure, avec en particulier le fait que l'ADEME a revu récemment les valeurs, de ce que polluait le numérique en France parce que, bah, comme on a une électricité, «décarbonée» entre guillemets, ça se mesure pas pareil et au final, on est plutôt surpris. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention et prendre des précautions, mais on est plutôt surpris quand on fait des simulateurs de l'ADEME, du fait que voilà, envoyer un mail ne pollue pas tant que ça, même s'il faut ça n'empêche pas les bonnes pratiques et de faire attention. Alors ensuite, il y avait Jocelyn, je pense qu'on remet sur la télécytologie, et tu demandais laquelle de ces entités est la plus voilà, j'étais là-dessus avec différents outils. Laquelle de ces entités est la plus aboutie et performante? Alors c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse parce que je ne les ai pas toutes testées. Je pourrais t'en dire plus quand je pense qu'on va s'équiper avec le VetScan Imagist d'ici la fin de l'année. Je sais que, et c'est juste un jugement comme ça, ce que j'avais trouvé, et c'était vu, c'était vu au London Vet Show où ils étaient présents. J'avais bien aimé ce que faisait Scopiovet, au sens où c'était pas juste je te fournis un résultat, c'était je te mets en relation avec un spécialiste. Euh, et, euh, et comment dire, du coup, j'avais bien aimé ce côté où on pouvait mettre des annotations en fait. Et j'ai trouvé en plus, alors il y avait peut-être des super écrans, mais que les images étaient vraiment hyper nettes. Et là aussi, c'est aussi un des autres aspects plus esthétiques et de petit kiff,
C'est-à-dire le côté, voilà, là où on regarde tous sur des microscopes, alors certains ont déjà des petits écrans, on voit ça sur des très, très chouettes écrans et c'est du coup la cyto devient jolie quoi en fait, hein. Alors, alors Vincent Sourbet et c'est des bonnes questions. Tu mets: «Problème du prix des actes traités par l'Imagis. Perso, je trouve que le gain de temps n'en vaut pas le prix. À combien factures-tu frottis sanguin, copro et cytocutané avec Imagis et avant? Au final, le propriétaire paye plus cher le même service». Alors, c'est des super bonnes questions et pour tout te dire, je suis convaincu qu'on va le faire, mais je n'ai pas encore trouvé la formule magique de fixation de prix. Ce que je pense qu'il faut arriver alors, au final, tu dis: «Le proprio paye plus cher pour le même service». Je suis pas complètement d'accord avec ce point de vue, dans le sens où pour moi, quand tu regardes alors j'ai pas, comment dire? J'ai pas vu tous les comptes rendus, mais ça te sort des comptes rendus qui sont vraiment d'habitude, enfin, je sais pas comment toi tu fais, mais voilà, tu regardes ta lame, tu dis: «Je pense que c'est ça». Tu le marques sur le dossier, tu le dis à la personne et éventuellement tu lui montres, une image. Là, ça te sort des comptes rendus qui sont assez propres, nets, que tu peux attacher au dossier, donc ça améliore quand même, la qualité de ce qui est produit, je trouve. Au niveau du prix, je pense que, sur tout ce qui est, analysé par intelligence artificielle, de mémoire, on est à un prix, de consommation de 10 € par frottis, en fait, par analyse. Donc effectivement, faut trouver la formule magique de combien de temps de veto tu utilises. Je pense qu'après, tu as un autre facteur qui c'est toujours difficile, en fait, quand il y a des analyses des évolutions tech comme ça de calculer et je pense qu'il faut tester, en fait, parce que je pense qu'il va y avoir aussi un moment où tu vas une fois que tu auras un peu de maturité là-dedans et ça peut mettre peut-être 1, 2, 3 ans, tu vas avoir un flow qui va se créer. C'est-à-dire que tu n'auras plus de blocage à te dire, «Ah mais je vais pas faire de sitôt, c'est compliqué, je suis pas sûr, je vais pas trouver». En particulier, je pense, aux personnes peu expérimentées là-dedans. Moi-même, je pense que j'étais pas du tout un cador en lecture de l'âme. Et donc, au final, ça va devenir quelque chose qui va se faire facilement. Donc, tu vas en faire plus. Alors, ce qu'il faut juste arriver à calculer, effectivement, c'est que ce soit pas une marge négative. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'on aura un service final au client qui sera meilleur. Et je tends à penser que comme on en fera un peu plus, mais que ça sera fait de manière automatisée, on peut arriver à en tirer du profit. Mais c'est des vraies questions, hein, et ça, c'est très bien de poser ces questions. Le côté, c'est super la tech, alors après on peut faire le calcul et dire: «Bah, je vais pas gagner autant d'argent», mais se dire: «Bah, j'ai quand même envie d'y aller», mais en pleine conscience. Je suis d'accord avec toi que c'est important. Alors ensuite, il y a, alors c'est plus, ta technologie n'est pas neutre. Alors je lis, hein, c'est William qui a recommandé: «La technologie n'est pas neutre, elle change notre représentation du monde et porte des valeurs. Est-ce que vous travaillez sur les choix pour le futur de notre métier que cela implique? Notamment dans la dichotomie cure-care, merci». Alors, je ne sais pas qui est le «vous», là je parle en tant que moi, Grégory Santaner. Je suis très, modestement sceptique, on va dire, sur le fait que je puisse avoir une quelconque influence. Moi, je me vois plus comme un porteur, d'informations. Après ce qu'en font les gens et comment ils s'en servent, par contre, ce que je crois fermement, c'est que ces outils-là peuvent permettre de mieux soigner les animaux. C'est pour ça que j'en parle, en fait, comme c'est quand même ma vocation initiale, même si, j'en fais moins qu'avant. Donc voilà ce que je peux te dire et la prochaine, on en rediscute autour d'un café. Guillaume, je passe à la question suivante. Sais-tu vers qui nous pouvons nous tourner en tant que vétérinaire pour développer une IA? C'est une bonne question ça. Est-ce qu'il y a une société en France qui a déjà participé dans certains des projets cités ou est-ce que ce sont uniquement des vétérinaires qui ont développé ça par eux-mêmes? Je vais faire appel à un joker s'il est toujours là. Franck, Noël, est-ce que tu es là en fait ou pas? Je te laisse te signaler dans le chat si tu es toujours là, je vais vérifier. Il est là. Est-ce que tu acceptes que je te fasse monter sur scène pour répondre à cette question? Parce que clairement, tu es la personne la mieux placée pour donner des réponses à ça. Mais je te prends au débeauté, donc si tu me dis, si tu fais ton timide, je comprends, hein. Quelques éléments par chat. OK. Donc, comment dire? Pour ta question, Guillaume, alors je vais donner des éléments moi, pendant ce temps, ça laisse le temps à Franck de taper. Ce que je vois moi, en fait, c'est que, quelque part, alors il existe et
de plus en plus. Alors, de plus en plus, il n'y en a pas 10 000, mais des vétérinaires développeurs, c'est-à-dire des vétérinaires qui ont la capacité à faire, et Franck en est un, par exemple. Alors, il travaille chez Dome Pharma, mais il y en a d'autres. Donc, il y a ça qui est possible. Et sinon, il existe des gens dont le métier, c'est de développer en fait des algorithmes, des choses comme ça. Il n'y a pas vraiment de société spécifique. C'est vraiment plus aller frapper aux portes, même envoyer sur LinkedIn des choses. Alors Franck va donner plus d'éléments pour dire, mais par contre, ce qui sera très important pour tous les projets que j'ai pu accompagner, ou en tout cas être là en témoin, c'est surtout que tu vas rencontrer des gens qui ont un c'est comme si tu allais en Chine sans parler chinois, en fait, et inversement pour eux. C'est comme s'ils étaient chinois et qu'ils venaient en France sans parler français. Il va falloir faire un bon gros travail de bien vous caler sur ce que vous voulez, parce que c'est souvent, voilà. Alors, c'est super, il y a Olivier Mathieu aussi qui vient développer. Alors, Franck Noël qui dit Montéigna est assez accessible, mais la valider et la nourrir est plus complexe et surtout long et coûteux. On a Olivier Mathieu, également membre de VetInTech, qui répond que SITS a développé des IA pour les éleveurs de poules pondeuses. Donc, euh, après, je pense que ça dépend dans quel domaine tu veux chercher, mais en tout cas, voilà, des prestataires externes peuvent se retrouver dans ces domaines-là sans, sans ça. Je vois que ça continue à écrire sur le chat sur ça. Et après, effectivement, bon, c'est pour pas faire trop de pub conflit d'intérêt, mais dans des événements comme l'Humanima, donc c'est 2 jours de congrès organisés par VetInTech qui ont eu lieu là en juillet, et je pense qu'il y en aura l'année prochaine sur des périodes un peu similaires. Donc guette un peu, ça peut être des bons endroits pour rencontrer des gens qui font ça. Et ça peut être aussi tout simplement contacter des gens qui ont eu des initiatives en disant vous avez travaillé avec qui, est-ce que vous pouvez me recommander, mais je pense qu'en tout cas on a intérêt à justement croiser les mondes, quoi. Donc Franck dit aussi je reprends ta question, Guillaume Dutil. Franck dit qu'il peut te donner des noms en fait, donc n'hésite pas à la limite si Franck est ok, je donnerai son mail, ou tu nous écris. Je crois que tu m'avais déjà écrit, Guillaume. Réécris-nous et on te fera on te mettra les noms qu'on a en tête, et effectivement on en a certains probablement en commun. Donc je pense que ça c'est quelque chose aussi où il ne faut pas avoir de timidité en fait. C'est-à-dire que vous, Veto, là, si vous êtes là, c'est que le sujet vous intéresse un peu. Il ne faut pas avoir de timidité dans le sens où vous avez probablement des bonnes idées d'usage, parce que ça, c'est notre quotidien. En général, ce qui se passe, c'est qu'on a un problème récurrent, où on se dit, mais mince, ça pourrait être fait différemment. Et on a l'idée, mais par contre, parce que c'est pas du tout notre métier, on n'a pas du tout la capacité à construire l'outil pour développer cette idée-là. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont complètement la capacité à ça, et aller chercher, croiser les univers, je pense que c'est vraiment ça qui peut faire naître des projets vraiment très intéressants. Je revois dans les questions, donc c'était Vincent qui reparlait donc de la tarification et effectivement qui redisait voilà, quand on intègre des outils comme ça, vous voyez typiquement, cordonnier mal chaussé, hein, quand on a installé Picoxia de mémoire, je ne sais plus, pour nos 2 cliniques, c'est 90 € par mois. J'ai pas fait d'ajustement de prix. J'ai compté sur le gain de temps, mais voilà, on voulait l'installer de toute façon, donc c'est pour ça que j'ai pas poussé, mais ça aurait pas été déconnant de dire, j'augmente toutes mes radios de 1 € pour financer en tout ou partie l'outil, quoi. Donc il y a en tout cas à chaque fois la question quand on installe ces outils-là, de pouvoir faire en sorte que ce soit financièrement soutenable, on va dire ça comme ça. Je vois qu'on a éclusé les questions, qu'il est 13h35. Alors, William qui dit surpris qu'il n'y ait rien autour de la génétique ou des chatbots de CRM. Alors, j'aurais pu, sans problème. Il y a de la matière qui est intéressante sur la génétique et les chatbots, mais là, tu vois, on est déjà en train de déborder alors que j'ai essayé de faire attention. Donc, je pense que de toute façon, ce genre de webinar peut se faire tous les 6 mois, on va dire, avec 10 nouveautés, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sortent régulièrement, ou pour aborder des sujets qui n'ont pas été abordés précédemment. Donc,
Donc merci à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un moment, distrayant, que ça vous a intéressé, donné des idées, et puis on se retrouve, je pense qu'en août, ça va être pause, et qu'on se retrouvera certainement en septembre pour d'autres nouveautés, peut-être des choses, provenant de Vivatech. Passez des belles vacances, bon courage pour ceux qui ont plein de boulot parce que je crois que c'est partout pareil, on est un peu débordés. Soignez bien les animaux et puis, à très bientôt. Salut.